une heure plus tard, nous voici de retour à Francorchamps pour les Proximus 24 heures de Spa. Et l'événement, Philippe Jacquemot, c'est ceci. C'est la Maserati numéro 2 qui a pris feu dans les stands. Oui, voiture de Vincent Vos qui est rentré il y a une vingtaine de minutes pour un ravitaillement de routine. Et ravitaillement qui a mal tourné parce que la voiture a pris feu, notamment au niveau du système d'alimentation. Et résultat des courses, eh bien, il a fallu vider les extincteurs et rentrer la voiture pour tout nettoyer. Ce qui évidemment ne fait pas les affaires de cette voiture qui était en première position et qui entre-temps eh bien, a drôlement rétrogradé dans le classement. Puisque maintenant elle est 27e à déjà 7 tours des leaders. Et les leaders, eh bien, les voilà. C'est la voiture d'Andrea Piccini que partage notamment Stéphane Leneret qui était avec nous tout à l'heure et qui a repris la tête de la course devant une Corvette, celle de Kurt Mollekens. Et avec nous, on a un autre pilote Corvette puisque c'est Vincent Radermaeker. Oui, bonsoir. Vincent, comment ça se passe pour vous ce début de course? Comme dans un rêve, comme on dit, vraiment aucun souci sur la voiture jusqu'à présent. Je pense que là on va vivre justement le ravitaillement. Ben voilà, il vient de rentrer dans les stands. C'est Marco Spaltala au volant. Donc c'est le troisième pilote qui va monter, c'est-à-dire Bernard Delay. Et on est 7e du général pour l'instant, donc tout se passe bien. On est parti beaucoup moins vite forcément que la tête de la course qui, de mon propre avis, est parti vraiment très très fort. Et on voit que malheureusement pour certaines voitures ça commence à poser des petits problèmes et les Corvettes en général reviennent devant puisque on a celle de GLPK avec Mollekens au volant qui est deuxième actuellement et l'autre voiture de l'autre C6 de notre team PSI qui est troisième. Donc voilà, donc la voiture qu'on voit à l'image n'est pas la vôtre, c'est celle pilotée notamment par Anthony Kumpen et Kurt Mollekens qu'on voit là, qui est en deuxième position maintenant. Mais vous avez quasiment la même, même si c'est un ancien modèle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux modèles de Corvette. Il y a la C5 qui est l'ancien modèle et la C6 qui est la nouvelle depuis un an maintenant, je pense. Et donc forcément, quand ils construisent une nouvelle voiture, c'est pas pour faire une moins bonne. Donc il y a toujours des petites choses, des petits détails qui sont mieux sur les nouveaux modèles. Mais bon, c'est pas une course qui se gagne en sprint. Et il faut être régulier, il faut emmagasiner les tours sans rentrer au stand et en ayant le moins de soucis possible. On a vu un instant l'image, la Saline numéro 9 qui réalise vraiment une très très belle course en début d'épreuve. Elle a eu un drive fou et malgré tout, elle est toujours très très bien classée. Véritable performance pour cette voiture en ce début de course. Oui, un stop and go pour cette voiture et tout simplement, on l'a appris un petit peu plus tard, parce qu'on avait travaillé sur la voiture alors que la procédure 5 minutes avant le départ avait été lancée. Et à ce moment-là, on ne peut plus rien faire, mais ils ont quand même bricolé un petit truc en dernière minute. Et donc du coup, une pénalité qui est pas très lourde, c'est une grosse minute, mais c'est toujours embêtant. Mais sur une course de 24 heures, c'est pas dramatique. Andrea Piccini, lui, c'est pas lui qui est au volant, mais c'est sa voiture en tous les cas, qui fait sa place dans le trafic. Au rayon des ennuis, notre ami Didier Dradiguez a passé beaucoup de temps au stand. Oui, quasiment 1h05, problème de transmission sur sa Ferrari 360. Mais ça va, la voiture est repartie. Bon, elle est mal classée, je crois qu'ils sont avant-derniers. En principe, on va vérifier sur le classement tout de suite. Effectivement, ils sont avant-derniers, à 29 tours des leaders. Mais voilà, la voiture est repartie, elle roule dans des temps tout à fait corrects, 2 minutes 30. Donc là ça va, c'est reparti, mais c'est vrai que se prendre tout de suite une heure d'arrêt comme ça après une heure de course, c'est toujours assez moche. Et puis si on jette un coup d'œil plus loin et qu'on veut être fier de porter nos couleurs nationales, eh bien on remarquera que François Duval est 25e. Il réalise une toute belle course. Enfin, l'équipage réalise une belle course. Tout à fait, ils sont deuxième dans leur classe, les G3. Donc ce sont les plus petites voitures qui sont présentes ici sur le circuit. Et François Duval, un petit peu à l'image de Sébastien Loeb, qui se lance dans le tourisme et qui vient s'essayer sur les circuits de Francorchamps. Ça c'est plutôt sympa, Vincent. Oui, tout à fait. En plus, il n'y a vraiment pas d'opposition à faire ce genre de choses. C'est clair que le pilotage en circuit demande entre guillemets un peu plus de finesse que le pilotage de rallye. Mais s'ils sont à droit avec une voiture de rallye, il n'y a vraiment pas de raison qu'ils ne soient pas à droit avec une voiture de circuit. C'est juste une adaptation. Ils doivent justement rouler et faire des courses pour améliorer le point de vue finesse, on va dire, du pilotage du circuit. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus, entre guillemets, facile de faire le chemin rallye-circuit
que de faire l'inverse circuit rallye, puisque le rallye est quelque chose qui demande un peu plus d'expérience et d'écoute avec un copilote et ainsi de suite. Donc c'est un peu plus compliqué dans ce sens-là. Vous préférez un Duval à un Richard Virenque que de l'année passée? J'étais pas au départ de l'année passée, donc je sais pas vraiment comparer. Mais c'est clair que François, c'est ce qu'est une course automobile, donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça, c'est clair et net. La voiture numéro 35 à l'image, avec ensuite une série de pilotes qui savent ce que c'est la course automobile, puisqu'on retrouve notamment parmi eux Geoffroy Orion, qui a dû cette année arrêter l'aventure Porsche Super Cup, les courses qui se déroulent en ouverture de certains grands prix de Formule 1, faute de budget, ou en tout cas par soucis financiers, et qui se retrouve à disputer cette grande épreuve nationale aux côtés de Maxime Soulet, qui est au volant. Voilà, une voiture qui clôture le top 10. Oui, c'est un peu notre concurrent, entre guillemets, puisque c'est l'autre C5 engagé ici, donc par un team belge également, le team SRT. Et donc c'est un peu notre point de comparaison jusqu'à présent. Et pour l'instant, on est devant. Ah non, on vient juste de passer derrière avec le ravitaillement. Donc on verra après leur ravitaillement à eux. Mais on vient juste de passer derrière. Voilà, et comme on parlait justement de clôturer le top 10, en 9e place, on avons Thomas Inge sur une Aston Martin. Et alors 8e, hein, cette étonnante voiture du GT2, cette Ferrari 430, pilotée par Andrew Kirkcaldy, qui fait vraiment une course incroyable. C'est pas celle-là, mais c'est sa petite sœur en fait. Oui, Ferrari a fait de très gros progrès là, avec leur nouveau modèle 430 par rapport à la Porsche 911. Et c'est clair qu'ils ont, en tout cas sur les courses FIA GT, ils ont vraiment donné du fil à retordre à tout le monde, aux Porsche en particulier. Maintenant, sur la durée d'une course 24 heures, ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience, en tout cas pas l'expérience égale à Porsche. Donc on va voir un peu au fil de la course comment ça va se passer pour eux. Une voiture qui fait une très belle course, hein, 8e position pour cette voiture du GT2. Et puis alors, 7e position, c'est une Aston Martin. 6e position, c'est la fameuse Saline que l'on voyait tout à l'heure, qui a dû faire un petit stop and go. 5e, Christophe Gouchu sur une Aston Martin, c'est celle de Karl Wendlinger notamment, qu'on peut reconnaître avec son fameux logo Red Bull. Eric Van de Poel, 4e position, c'est un petit peu étonnant avec cette Maserati. Entre-temps, ils ont été dépassés par Fassler, Bornhauser et Kurt Mollekens qui mènent la danse sur la fameuse Corvette jaune numéro 4 du GLPK Racing. Pardon, à signaler également que les deux premiers, là, Mollekens et Bornhauser, n'ont pas encore effectué leur deuxième pit stop, donc il faut peut-être attendre ce deuxième pit stop pour voir. Maintenant, c'est une information aussi assez importante, c'est qu'apparemment les Corvettes C6 font des relais légèrement plus longs de 5-10 minutes. Donc là aussi à voir sur la durée de la course quel avantage ça va apporter. Voilà, et vous voyez justement à l'écran la voiture d'Andrew Kirkcaldy, vous voyez GT2 P1 et tout à l'heure on voyait Overall P8, ce sont leurs positions en fonction de leurs classes respectives et du classement général. Vincent, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter que la météo... Alors attention, l'autre Corvette, l'autre C5 de SRT dont on vient de parler juste à l'instant, oui, c'est qui est à l'arrêt après le Raidillon. Donc il y a une très mauvaise position parce que si il doit ramener la voiture au stand, il doit faire un tour complet de circuit. Donc il est malheureusement pour lui très mal positionné. C'est Maxime Soulet au volant apparemment. Et ça c'est embêtant, hein. C'est préoccupant parce que ces voitures ne sont pas censées s'arrêter. Et là il est drôlement mal mis, il n'est pas très loin de la pit lane mais dans le mauvais sens. Donc s'il doit effectivement faire les 6 km de circuit. Oui, c'est le gros problème là. Pour la ramener, il va vraiment falloir qu'elle redémarre et qu'il trouve une solution pour la faire rouler au moins 6 km pour la ramener dans les stands. Car pas d'assistance mécanique, évidemment. C'est la règle dans ce type d'épreuve. Et les 24 heures sont véritablement lancées, hein, avec leurs exploits, les vitesses de pointe, mais aussi tous les petits pépins mécaniques qu'on peut rencontrer. Et pour l'instant, à ce petit jeu, c'est cette voiture qui s'en sort le mieux. Même si l'Aston Martin de Piccini, elle a l'air plutôt bien dans le coup également. On a une autre info, Bornhauser avec la Corvette C6 vient de rentrer au stand, donc Mollekens, je pense, ne va pas tarder. Voilà, on voit le ravitaillement à l'instant même. Voilà, et là on aura tout le monde. Alors, ravitaillement intéressant, 4 mécaniciens seulement. Normalement, c'est Fred Bouvy qui remonte au volant. Oui, absolument. Bouvy qui a fait une toute belle course ce matin en GT3. Et qui sera notre prochain invité d'ailleurs. Sur le coup de 19h30.
Bouvic est vraiment un dévoreur de macadam. Hein. Dès qu'il y a des roues et un moteur, il y est pour le fun, pour la gloire. En tout cas, c'est vrai, hein, c'est ultra passionnant. Il roule énormément. Et voilà, on voit maintenant que Maxime Soulet est sorti de la voiture, donc ça c'est pas très bon signe naturellement. Ah oui, le petit signe du commissaire en disant c'est fini. Aïe aïe aïe. Et c'est le premier gros abandon hein, de ces 24 heures édition 2006. Alors que là, une voiture du GT3, une Dodge Viper quasiment comme elle sort du magasin ou presque. Autre équipage belge, full belge. Puisque c'est la spécificité de ces GT3. Ah non, c'était pas Maxime Soulet au volant, pardon, c'était David Hard, le pilote hollandais. Oui. Et on voit la déception. Oui, là c'est clair, s'il laisse la voiture sur place, qu'il enlève le casque et qu'il retourne au stand, c'est que vraiment c'est un gros souci et que c'est malheureusement l'abandon. Et après seulement 2h13 de course, alors qu'il reste 21h46 de temps à passer sur la piste. Est-ce que Vincent, vous embarquez une petite trousse à outils dans la voiture? Non, pas réellement, on n'a rien de prévu dans la voiture. C'est des voitures quand même très complexes. Et je pense pas qu'on va réussir à la faire repartir à la clé de 8. Et c'est clair. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, mais c'est assez rare. Et c'est des voitures vraiment complexes, très peu accessibles mécaniquement, je veux dire, pour un petit problème. Et par contre, c'est impressionnant comme tout est prévu dans la voiture. C'est double batterie, c'est double démarreur. Tout est pratiquement en double à part le moteur. Mais, et le pilote, oui, effectivement. Mais tout est vraiment prévu pour l'endurance. On voit que c'est très travaillé. Mais malgré ça, on vient de le voir avec la C5 du team SRT. Ça reste de la course automobile, c'est de la mécanique. Et malheureusement, la partie entre guillemets chance prend énormément d'importance. Il faut essayer de mettre tous les atouts de son côté. On le voit aussi également avec la numéro 2, la Maserati numéro 2, qui fait parmi les favorites et qui, après 2 heures de course, a un gros souci qui apparemment va lui faire définitivement perdre la course. Sans doute, parce que devant, les costauds sont là, notamment Karl Wendlinger, Christophe Bouchou au volant de cette voiture. Et voilà, et on l'annonçait, ravitaillement pour la Corvette numéro 4. De tête. Voiture de tête. C'est intéressant, hein, c'est eux qui ravitaillent les derniers dans les voitures de tête. Donc c'est qu'ils ont une autonomie un peu plus grande que tous leurs concurrents. Et ça, c'est clair, sur la durée des 24 heures, ça va devenir un avantage au fur et à mesure des tours et des heures. Ah oui, il faut 2 minutes pour un ravitaillement. Donc si on parvient à en gagner 1, voire 2 sur la durée de la course, eh bien, effectivement, ça pourrait jouer. Dans un instant, une courte page de pub, le temps pour nous de remercier Vincent Rademacher et de vous souhaiter le meilleur pour la suite de cette épreuve. Vincent. Merci, on va essayer de continuer comme ça. Merci Vincent, tout à l'heure. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur l'antenne de Club RTL. Et nous y sommes à nouveau sur notre plus beau circuit du monde, pour partager ensemble, comme chaque année, avec les équipes d'RTL Sport, la plus grande épreuve de l'année. Et la voiture, oui. Au profit des ravitaillements, la physionomie du classement a évolué. La Corvette jaune vient de ravitailler pendant la publicité. Laisserons en voiture le temps de boucler un tour pour vous donner véritablement le classement. Après 2 heures et 20 minutes de course. Il va falloir attendre que la Corvette ressorte pour en savoir exactement. Enfin, a priori, ça devrait être Marcel Fassler qui reprend la tête sur l'Aston Martin numéro 5 que l'on avait tout à l'heure, la noire. Et Eric Van de Poel, que l'on avait à l'écran il y a quelques secondes, sur la Maserati turquoise, qui devrait reprendre la 2e position. On en saura un petit peu plus, hein. Ne nous en veuillez pas, mais tant que les voitures sont dans les stands et qu'elles ne sont pas ressorties, c'est toujours un petit peu difficile à suivre parce que tout le monde se mélange très vite ici aux 24 heures. Et là, c'est une autre Aston Martin qui est au stand, c'est la numéro 23, celle de Thomas Engue, l'ancien pilote de Formule 1, pilote tchèque. Une voiture de la BMS Scuderia Italia qui n'est pas trop à la fête puisqu'elle est 9e au classement général, cette voiture. Et soyons francs, on attendait un petit peu mieux
de ces Aston Martin. Et comme le disait Vincent Rademacher il y a quelques minutes, le rythme de ce début de course est tout bonnement hallucinant. Il n'y a aucune raison évidemment que ça se calme dans les prochaines heures. On le voit hein, dans les caméras embarquées. Les pilotes connaissent bien leur machine. On n'hésite pas à toucher les bordures, à monter sur les bordures. Apparemment tout ça est bien étudié, tout ça est bien calculé. Ce ne sont pas des cow-boys et c'est vraiment de la grosse attaque. Oui, si on prend le dernier temps de Marcel Fassler, 2 minutes 21, c'est ce qui était prévu. Hein. C'est quasiment les temps qu'on avait tout à l'heure. Il tournait en 2,16, 2,17 et puis c'est un petit peu calmé. Mais c'est quand même extrêmement rapide, ça reste extrêmement rapide. Et comme je vous le disais, eh bien c'est Marcel Fassler qui a pris la tête, qui a repris la tête sur l'Aston Martin noir. Van de Poel est deuxième et Kurt Mullekens, qui avait ravitaillé il y a 3 minutes maintenant, eh bien, désormais classé troisième, juste devant Christophe Bouchu sur l'Aston Martin bleu, couleur de Red Bull, celle de Karl Welllinger. Ravitaillement chez Matteo Bobby, chez Melo et chez Ortelli sur la 58, la Ferrari 430. Des voitures à suivre, hein, parce que ça c'est quand même des tout bons pilotes également. Ils ont une carte à jouer, hein. C'est d'être là, même s'ils appartiennent à la catégorie GT2, être là, faire le maximum. Et vu le faible nombre de voitures inscrites en GT1, eh bien, il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, ils sont troisième en GT2. Et vous avez vu, hein, seulement 4 mécaniciens sur la voiture. 2 de chaque côté pour les roues, 1 pour l'essence. Et là, c'est sympa parce que c'est la voiture de Didier de Radigues, Paul Belmondo, Charles Depeau et Alain Van Deneuve qui est revenu en piste. Et tout de suite à l'attaque. Et qui reçoit les salutations de la 62, les appels de phare. Et apparemment, ce serait toujours Didier de Radigues au volant. À en croire le petit transpondeur qui est dans la voiture. Il faut savoir que chaque pilote a un petit transpondeur sur lui, ce qui nous permet, nous ici, qui ne pouvons pas voir au fur et à mesure qui rentre ou qui sort des voitures, de savoir qui est au volant. Et on nous annonce que c'est Didier. Effectivement, il avait roulé 1 heure, un petit peu moins, et puis il s'est arrêté pendant 1 heure. Et donc, pourquoi pas enchaîner tout d'emblée un double relais. L'une des nombreuses Ferrari F430. Celle de Tim Mullen en l'occurrence. Ouais, c'est la 63, elle est deuxième de sa classe, 11e au général. Bonne voiture également. Des voitures qu'il faut suivre parce que si c'est l'hécatombe devant, comme ça semble être le cas maintenant, curieusement d'ailleurs, eh bien, il faudra peut-être compter avec ces voitures. Sans doute pas pour un podium, mais peut-être pour un top 8. C'est pas exclu. Et elles marchent drôlement bien ces voitures. Les ravitaillements pour cette voiture également. Et voilà la voiture de tête maintenant, pilotée par le Suisse Marcel Fassler, pilote extrêmement rapide, ancien pilote DTM chez Opel, qui avait fait la pole aux 1000 km de Spa sur un proto Courage, je vous le rappelle. Inutile de dire qu'il sait tenir un volant. Et Stéphane Lemeret, que nous avions tout à l'heure, nous disait la hiérarchie dans le team, c'est un Piccini, 2 Fassler, et puis 3 et 4 de Letraz et moi. Tout simplement parce que Stéphane est celui qui connaît le moins la voiture. Ce ne sont pas évidemment les qualités intrinsèques du pilote qui sont mises en cause. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des pilotes qui vont un petit peu plus vite que d'autres. Et c'est vrai que quand on a été pilote de DTM et quand on a piloté des protos, notamment ici sous la pluie, on sait ce que ça veut dire piloter une voiture. Et Marcel Fassler est là pour nous le rappeler. C'est une voiture qui fait une course fantastique. Hein. Et la pluie justement qui visiblement, et c'est tant mieux, hein, sera la grande absente de cette édition. Elle avait été largement présente l'an dernier. C'est bien, ça change. C'est vrai que la pluie vient ajouter vraiment du suspense. Mais là, pour le plaisir des images, pour le plaisir des spectateurs et des pilotes évidemment, sur le sec, c'est pas mal non plus. Ouais, 59e passage pour cette Aston Martin. Alors on attend maintenant la voiture d'Eric Van de Poel, la Maserati, qui va vraisemblablement pointer à une vingtaine de secondes. Voilà, à l'instant, à 19 secondes et 2 dixièmes. Tant dire que rien n'est fait.
Mais ça reste bien groupé entre ces deux voitures. 20 secondes d'écart après 2h30 de course. Et ça nous fait 3 Belges, hein, 3 premières places. Ça, on est quand même bien content. Alors que le team manager de la voiture numéro 35, celle qui a abandonné il y a quelques instants, est convoqué à la direction de course. C'est ce qu'on nous apprend sur nos écrans. Avec le beau numéro 1 sur les flancs. C'est la voiture d'Eric Van de Poel. Ouais, qui va aller taquiner la petite Spiker hollandaise là. Pas longtemps. Là on la voit bien. Bon, c'est vrai que cette voiture ne rivalise pas en vitesse de pointe. Ils sont pas du tout dans la même catégorie. Et il y a des petits soucis pour Kurt Mollekens derrière cette Viper de la coupe. Voilà, il a réussi à passer. Bien joué. Troisième pour l'instant. Ouais, il y a 49 secondes. Corvette du GLPK. Donc là vraiment ça devient drôlement intéressant entre ces voitures. Bouchu est à 1 minute 7. Et puis en 5e position on trouve cette étonnante Saline, hein. Une voiture qui pourrait, nous dit-on, jouer la stratégie des 6 heures en fait. Elle renaît de ses cendres, hein. L'an dernier elle était transparente, l'année d'avant n'en parlons pas. Et cette année non seulement elle a gagné déjà dans le championnat, mais en plus elle se comporte vraiment très bien. Voilà, et alors une voiture hybride ici derrière la Corvette, puisque c'est une BMW GT3R. En fait, cette voiture n'était pas inscrite, mais on attendait une BMW Z4 Roadster. Elle n'était pas là, elle n'était pas prête, elle devait être pilotée par Dieter Kester. Et puis bon, finalement, il y a eu un petit arrangement et on a mis une autre BMW sur la piste. Mais entre-temps, les pilotes ont déserté la voiture, puisqu'on devait notamment retrouver sur cette voiture Frédéric Bouvy, qui a dit non, si la Z4 n'est pas là, je trouverai autre chose. Là voilà la voiture dont vous parlez tout à l'heure, de Jarek Janis et de Sacha Berth, cette fameuse Saline qui occupait la 6e position. On va voir si elle va être dépassée par la voiture numéro 24. Pas sûr, hein, pas sûr, pas sûr. Ravitaillement sans problème pour cette belle voiture, la ligne si particulière. Alors est-ce qu'elle repart devant l'Aston Martin? On va voir. Ces deux voitures roulaient quasiment ensemble. Alors une voiture du team de Didier de Radiguez notamment. Antoine Gauss, c'est un des gentleman drivers dont on vous parlait tout à l'heure, pilote français. Et encore une Ferrari 430. Eux, ils sont vraiment là pour le plaisir, hein. Cette voiture ne fait rien, ne dispute aucune victoire de classe ou rien du tout. Ce sont deux gentils monsieur, un peu papis, et qui font de la course automobile par passion. Il ne faut pas les dénigrer parce qu'ils sont là, ils sont dans un peloton de vrais méchants et ils tiennent leur place. Alors l'Aston Martin numéro 24, un petit peu abîmé à l'arrière gauche. C'est simplement les feux qui sont en panne. Je crois que c'est seulement ça, oui. Effectivement, on ne l'avait pas vu sortir, on n'avait rien vu toucher, donc. Ceci dit, méfiance, hein, parce que les soucis liés au phare, les directions de course n'aiment pas. On peut évidemment vous imposer de rentrer au stand pour réparer ce souci électrique. Une des fameuses Porsche officielles dont on vous parlait tout à l'heure au stand. La 197. Et c'est parti, hein. Ça c'est le grand balai des 24 heures. 62 maintenant, tout le monde y est. À la 62, ça c'est la voiture à suivre, hein. C'est celle qui est en tête du GT2. Celle d'Andrew Kirkaldy, Nathan Kinch et Mario Franchitti. Excellente voiture.
équipée en Michelin. Et qui nous surprend un petit peu malgré tout. On ne l'attendait pas si bien. Eh ben, elle fait une course absolument fabuleuse. Puisqu'au gré des ravitaillements, elle est en 8e position. Il faut savoir que ces voitures ravitaillent toutes les heures 20 quasiment. Alors que les GT1 ravitaillent entre 55 minutes et 59 minutes. Donc sur la durée des 24 heures, ça va leur faire grosso modo 5-6 ravitaillements de moins. Donc ça fait 10 minutes d'économiser. Bien sûr, c'est pas assez pour rivaliser, mais ça compte. Il suffirait d'un petit souci sur une des voitures de pointe et cette voiture serait très rapidement dans le top 5. Puisqu'elle n'est qu'à 2 tours de leader. Hein. Après 2h30 de course, c'est quand même drôlement bien. Et elle est repartie, le couteau entre les dents. Alors là, on est de nouveau dans une Ferrari. On vous laisse apprécier le bruit. Hein. Le son. On a la Saline qui nous dépasse. Le freinage pour le double gauche. L'arrivée au pif-paf et vous voyez les écarts de performance et de vitesse. La Porsche va être mangée, avalée très rapidement. Une Porsche qui freine beaucoup plus tôt d'ailleurs. La voiture qui se conduit un petit peu différemment aussi. Moins bien équilibrée. Blanchimont, l'une des parties les plus rapides du circuit où ce matin on a connu un gros accident en Formule Renault 3.5. Les dégagements sont là. Ce ne sont pas les plus grands dégagements du circuit en même temps. Et ce sera pour le virage de la source. C'est là que peut-être la Ferrari se défera de la Porsche. Voilà, voiture sur laquelle on trouve Gabriele Gardel qui avait remporté le championnat. Et là, nous revoilà avec la voiture de Marc Duhet, numéro 78. Fameuse Porsche qu'il partage avec Lambert et Lefort. Et Marc Gossens également. Gossens qui sera résident américain l'an prochain, puisqu'il participera au championnat Grand Am sur une Pontiac Millet. Il a fait quelques allers-retours cette année, avec souvent beaucoup de réussite d'ailleurs. Et l'opportunité et l'envie en même temps sont là. Donc l'an prochain, on ne devrait pas beaucoup voir Marc par chez nous. Voilà, retour avec la voiture de tête, celle de Marcel Fassler. Mais attention, parce qu'il roule en 2 minutes 20, alors que la voiture derrière lui, la voiture d'Eric Van de Poel, tourne en 2 minutes 19. Et du coup, l'écart de 20 secondes dont je vous parlais tout à l'heure est déjà passé à 17. Et ça va se réduire encore. Vous le voyez, 17 secondes d'écart entre ces deux voitures. Là voilà, la voiture d'Eric Van de Poel. Alors qu'on est toujours sans nouvelles de la numéro 2, dont les soucis n'ont pas l'air de s'arranger. Une voiture qui n'a pas été signalée à l'abandon. Et qui entre-temps a été rétrogradée à la 38e position à 19 tours des leaders. Inutile de dire que pour la deuxième victoire de Vincent Voss, c'est râpé. On se retrouvera bien évidemment avant l'entrée dans la nuit. Ce sera dans 1 heure exactement. Ce sera à 19h30, une demi-heure de direct. Rendez-vous également dans le journal d'RTL TVI. Et dans l'intervalle, vous le savez, la radio qui suit pour vous les 24 heures, c'est bien évidemment Bel RTL.
Voilà, et vous avez reconnu le casque d'Eric Van de Poel au volant de la voiture. On en profite vite pour faire un point sur le classement. 1, Fassler, c'est l'Aston. 2, Van de Poel. 3, Hezemans, c'est la Corvette jaune. 4, Bouchu, c'est une autre Aston Martin. Et 5, Fred Bouvy, également sur une Chevrolet Corvette, même si on ne peut plus dire Chevrolet. Compliqué, hein. Chevrolet, ce ne sont plus des Corvettes, ce sont des Corvettes. Même débat avec les Dodge et les Chrysler Viper. Le poisson classement avant de se quitter. Première place pour l'Aston de Stéphane Lemray et la deuxième pour Van de Poel. Plus loin dans le classement. On y reviendra de toute façon à ce classement des 24 heures qui va, on l'espère, évoluer. Beaucoup de surprises à vous annoncer d'ici 1 heure. Notre prochain invité sera Frédéric Bouvy. Frédéric Bouvy, la valeur de macadam, le dévoreur de bitume, celui qui dispute plusieurs courses ce week-end. A tout de suite. 39e maintenant, mais ils ont eu un gros problème de transmission. Et donc voilà, on a une course qui va assez vite, hein. Les pilotes roulent en 2 minutes 19, c'est quand même très rapide. Et c'est très disputé, notamment entre les trois premiers Belges. Une course, je vous le rappelle, que vous pourrez suivre tout de suite sur Club RTL. Et puis encore ce soir à 22h30. Et puis demain, bien sûr, à partir de 10h45. En tout cas, elle est passionnante. Eh bien, merci beaucoup Philippe Jacquemotte pour toutes ces précisions. Bon, c'est l'Aston Martin de Stéphane Lemray qui domine ce début de course. Pierre Miguicha. 16 heures précises, les 44 bolides s'élancent pour le double tour d'horloge prestigieux. Première sur la grille de départ, l'Aston Martin de Piccini va négocier habilement le raidillon pour conserver sa position de tête. Début de course tout à fait passionnant sur le circuit spadois avec des Maserati qui passent très vite à l'attaque. La première tentative de Davis est la bonne. Le Britannique imité dans la foulée par l'Italien Bertolini, coéquipier d'Eric Van de Poel, vainqueur de l'épreuve l'an dernier. Avant les premiers passages au stand, les trois voitures de tête se retrouvent quasiment roue dans roue. Derrière, la Corvette numéro 4 présentant un équipage presque 100% belge assure aussi le spectacle avec pour commencer Longin au volant. Le début de ces 24 heures ne semble pas rose pour tout le monde. Difficulté majeure pour la Ferrari 360 Modena en groupe 2. Marqué pas de chance pour Didier de Radiguez associé à Paul Belmondo. Plus d'1 heure d'interruption avant de pouvoir repartir. Mais le véritable coup de théâtre, le voici, moteur en feu pour la Maserati dominatrice pendant plusieurs tours. Vincent Voss et ses coéquipiers peuvent faire une croix sur leurs ambitions de victoire finale. La belle aventure des Proximus 24 heures de Spa se poursuit sur l'antenne de Club RTL. Une toute belle course. Ça fait 3h36 que le départ a été donné. C'est le plus grand événement en sport automobile en Belgique. Et ça tombe bien, Philippe Jacquemotte, puisqu'aux 3 premières places pour l'instant, on retrouve du Belge. Effectivement, 3 Belges en tête de cette course. La voiture que vous voyez là, c'est la Maserati pilotée par Eric Van de Poel. Elle n'est pas en tête, contrairement à ce qu'il y avait l'année dernière. Elle est deuxième, juste devant cette voiture, la Corvette, pilotée notamment par Mike Hezemans. C'est un Néerlandais, mais les 3 autres sont belges, puisqu'on y retrouve Anthony Kumpen, Bert Longin et Kurt Molleken. C'est une course passionnante entre ces 3 voitures. La voiture de tête, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est l'Aston Martin de Marco Piccini, Stéphane Lemray, Jean-Denis Delétraz. La voiture qu'on a bien pu suivre tout à l'heure, elle est comme celle-ci, mais elle est de couleur noire. À nos côtés, Didier de Radiguez, le pilote pour le coup. Bonjour Didier. Bonjour Fabrice, bonjour Philippe. Bonjour Didier. Tout à l'heure, je disais que Paul Belmondo, alors qu'à l'image, on voit un souci à l'avant droit pour cette Aston Martin numéro 24. Effectivement, elle a subitement baissé le rythme. Oui, peut-être une crevaison à l'avant droit, difficile à dire. Ouais. On va suivre en tout cas l'évolution de cette voiture. Je disais tout à l'heure. On voit bien le pneu. Ça va être juste pour rentrer comme ça. Il a explosé dans le Kemmel manifestement. Et c'est dommage, cette voiture était 6e. Elle a déjà eu des petits soucis depuis tout à l'heure.
Bon, ben ça en fait un de plus, mais ça devrait encore aller. Hein. Il va pouvoir revenir. Oui, mais le pneu va s'abîmer de plus en plus. Il est dans le bas du circuit là, et il y a quand même encore quelques kilomètres avant d'arriver au stand pour lui. Ouais, ça devrait pouvoir le faire. Un petit peu abîmer la transmission. La suspension peut-être, voir les freins, mais cette voiture devrait pouvoir repartir sans trop de soucis. Vous aussi, vous êtes reparti, Didier? Oui, bah moi c'est l'arrière, c'est la transmission arrière qui a lâché. Et donc ça fait un peu le même effet que là sur l'Aston Martin. La roue arrière ne tient plus très droit, donc la voiture va à gauche, à droite. Quand on accélère, ça patine, comme si l'embrayage patinait. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir la ramener à vitesse réduite, comme l'Aston Martin le fait pour l'instant. Et en fait, en arrivant, on s'est aperçu que c'était non pas un semi-axe de transmission, mais deux. Enfin, le second était en train de lâcher aussi. Et je peux vous dire, c'est pas rassurant de ramener la voiture comme ça à cette vitesse-là, puisque bon, mais là il roule à quoi? Il roule à 60 km/h et les autres sont à 260 km/h, donc ça fait des grosses différences. On est en plein dans la trajectoire. Et puis on ne sait pas très bien à quel moment la voiture va partir en angle droit en plein milieu de la piste, donc c'est vraiment pas rassurant. Voilà, et la voiture qui dépassait tout à l'heure, pas la Porsche bleue qu'on vient de voir, mais celle d'avant, c'était précisément la voiture de tête, l'Aston Martin d'Andrea Piccini. Voilà, là il arrive à la chicane, donc il n'est même pas obligé de la faire. Moi j'ai continué tout droit ici pour éviter encore un pif-paf et rentrer dans les stands. Donc il sent qu'il peut le faire. Voilà, il est sain et sauf. Beaucoup de temps perdu, hein. Beaucoup de temps perdu pour quasiment un tour complet à allure réduite. Voilà, et on va continuer dans le classement puisqu'on vient de vous parler des trois premiers. Quatrième, Karl Wendlinger sur une autre Aston Martin. Et puis cinquième, cette surprenante Saline SR7. Alors que là, on voit un beau dépassement de Marc Duet sur cette Aston Martin DBR9, mais de la catégorie GT3, c'est-à-dire les voitures qui sortent pratiquement du magasin. Il n'est pas passé loin du contact. Le pilote de l'Aston Martin ne l'a visiblement pas vu. Et c'est passé tout juste. Alors ce que ça va pas, Didier, c'est que vous avez pu repartir parce que cette voiture finalement elle a un côté symbolique, hein. Je l'ai dit tout à l'heure avec les enfants dont vous vous occupez pour l'occasion. Oui, surtout que l'an dernier les pilotes qui faisaient la course pour cette association Make-A-Wish n'ont pas fait un tour, ils n'ont pas bouclé le premier tour, ils sont sortis de la route parce que bon, il pleuvait, c'était d'autres conditions, donc les enfants étaient très déçus. Et puis là je me suis dit mince, ça va être la même affaire, mais on a pu réparer beaucoup plus lentement que ce qui va se passer ici avec l'Aston Martin, parce que bon là c'est juste une roue à changer, ils vont en profiter pour faire le plein et repartir. Nous on a dû changer les deux axes de transmission et ça nous a pris une heure, mais on était bien encouragés par les enfants qui étaient encore là. Et on a été applaudis quand on est parti, c'était émouvant. Voilà, et l'autre voiture du team, celle de Fabio Babini, elle est bien là. Vous l'avez à l'écran, en voiture qui roule pour l'instant à la 8e position. Et pour qui ça a l'air de bien se passer. Didier, vous... début de course un petit peu lent quand même. Pardon Philippe, Didier, vous qui vivez la course de l'intérieur et vous qui êtes à la fois le présentateur de moteur, votre avis, votre double avis sur cette édition 2006? Mais ça va très vite. On voit à l'image justement cette Aston Martin-ci. Regardez, il prend toutes les bordures à l'intérieur, à l'extérieur. C'est normalement bon. Il y a des voitures qui tiennent. Hein. Je connais pas l'Aston Martin. Moi, j'évite de le faire parce que c'est quand même pas très bon pour les rotules, pour les transmissions. On dit que dans une course d'endurance, il faut quand même éviter les bordures. Regardez, hop, il est de nouveau dessus. À l'extérieur ici, il va encore grimper dessus et voilà, c'est très violent pour les suspensions. Et c'est son choix. Celle-ci par exemple est beaucoup plus prudente, c'est pas la même. Mais j'ai vu des voitures de tête vraiment attaquer très fort, comme on le fait en général en qualif. En qualif là c'est sûr, on attaque et on mord sur les bordures. Regardez celui-ci, voilà, normalement en 24 heures c'est comme ça qu'il faudrait piloter, comme celle-ci. Et voilà la voiture de tête, celle de Marco Piccini et Stéphane Lemray notamment. C'est toujours Marcel Passler qui est au volant. Il faut savoir qu'ils ont décidé chaque fois de tous faire des doubles relais d'emblée. Et lui il attaque, hein. Oui, Stéphane prendra le relais de 22 heures. La connaissance du circuit pour aborder la nuit.
Ouais, c'est la voiture qui est la plus rapide en piste pour l'instant, avec 2 minutes 20 au tour, pourchassée par celle-ci, celle d'Eric Van de Poel, Michael Bartels, le patron du team, le team vainqueur l'an dernier. Et j'ai l'impression que ça doit un petit peu les agacer d'être deuxième comme ça, alors qu'ils étaient quasiment en tête au premier tour, pas celle-là mais l'autre. Et on avait un doublé Maserati tout à l'heure. Et puis là, le fait de se faire dépasser déjà pour la pole position par cette Aston Martin et maintenant en course, c'était peut-être pas prévu dans leur plan, dans leur ordre de marche en tous les cas. Oui, mais ils sont pas très loin, hein. Ils sont à 14 secondes, c'est ça? Ouais, ils sont à 15 secondes. La voiture 15 secondes, ils tournent plutôt un petit peu plus vite. Bon, c'est sûr, tout dépend aussi des risques qu'on prend dans le trafic. Et voilà, c'est un choix aussi. Ça change énormément sur les temps, les bordures et le risque dans le trafic. Parce que si on prend des risques, ben ça passe. Et puis jusqu'au moment où ça passe plus, le pilote ne nous a pas vu, il ferme vraiment la porte et c'est le contact. Voilà, et ça se joue vraiment entre 3 voitures. La troisième, c'est celle-là, c'est la Corvette. Un petit peu moins rapide, mais on se dit qu'en fiabilité, et si elle est bien conduite jusqu'au bout, eh bien, cette voiture devrait pouvoir faire un excellent résultat. On l'attend en tous les cas. Et comme on le disait tout à l'heure, du moment qu'il y a un Belge sur la première marche et voir qu'il y en ait 3 sur chacune des marches, ce serait hyper sympa. Voire même sur chacune des marches de chacun des podiums, catégorie par catégorie, tant qu'on y est. Ouais, les pilotes qui tournent en 2.17, c'est très très vite, hein. C'est vraiment des tout bons temps. À partir de la 4e place, c'est moins vite. C'est 19, plutôt vers les 19. Mais 2.17, ça c'est... À 2.17, c'était le meilleur tour qu'ils ont fait voilà, tout à l'heure. Là maintenant on tourne en 2.22, mais c'est vrai que ça va peut-être un petit peu baisser avec la fraîcheur que l'on attend quand même, parce qu'il fait très très chaud ici dans notre cabine. Le rythme a un peu ralenti alors que la piste est plus rapide maintenant justement, donc c'est vrai que c'est vraiment parti très très fort. Mais bon, maintenant les pilotes je pense ont adopté un rythme un petit peu plus sage pour la course. Mais c'est sûr que quand c'est le départ, tout le monde veut être devant, et puis si le premier va vite, le second est obligé de faire pareil et d'attaquer lui aussi. Didier, il est 8h moins le quart. Le programme pour vous dans les prochaines heures? Pour l'instant, c'est Paul Belmondo qui roule. Voilà, je crois que ça se passe très bien. Et donc après, ce sera Charles de Pau, puis Alain Vandenhoef, et puis sans doute un double relais pour moi, puisque ça va être le début de la nuit, et sans doute un double relais pour Paul aussi ensuite. On vous souhaite le meilleur en tout cas. On vous a à l'œil. Merci Didier. Merci à vous. Voilà, et en attendant, nous on se penche sur la catégorie des GT2. Donc la deuxième division de ces FIA GT. Et en tête de ce classement, eh bien, on trouve Scheider sur la voiture 59. C'est une Ferrari 430. Vous venez de la voir, vous la voyez, la voilà. Magnifique voiture qui tourne très bien. Et qui a relayé la voiture 62, qui était également une Ferrari 430, qui était en tête de la course de cette catégorie tout à l'heure, qui était même 8e au général. Et attention les dépassements, parce que c'est très chaud. Et la voiture 62, elle a connu un petit problème, un petit contact apparemment, puisque le pare-choc était plié et s'était refermé sur la roue, ce qui a obligé la voiture à rentrer au stand. Entre-temps, nous on accueille Frédéric Bouvy. Bonjour. Bonjour. Frédéric, comment ça se passe pour vous, un début de course plutôt dans de bonnes conditions finalement? Oui, tout se passe bien. Je viens de terminer mon relais. On vient d'avoir un petit souci de boîte de vitesse qui est plus électronique que mécanique, donc heureusement c'est un capteur qui s'est mis en défaut, donc j'ai dû repartir par la voie des stands pour que un mécanicien américain, parce qu'on a la chance d'être soutenu par les gens de chez Pratt & Miller qui fabriquent les Corvettes aux États-Unis, qui les font d'ailleurs rouler aux 24 heures du Mans, et donc ils ont résolutionné mon problème en une petite cuillère à peau, on va dire, donc c'était vite réglé et on est reparti, et à ce moment-là on a fait un changement de pilote, donc Belloc a repris le volant maintenant, donc la voiture roule nickel, c'est des troncs d'arbres, ces Corvettes, c'est fabuleux à conduire et ça a l'air très costaud en tout cas. Voilà, et bonne surprise, on vient de le voir, hein, vous avez gagné une place le temps que vous êtes venu ici. Exactement. Puisque vous êtes arrivé ici, vous étiez 7e, maintenant vous êtes 6e. Exactement. Donc on va vous garder longtemps, hein, comme ça. Je vais rester toute la nuit, j'espère. Oui. Ça pourrait être sympa. Hein. Et puis ce matin, vous avez participé à une autre course.
Oui, j'ai été invité en championnat GT3 chez l'Art Compétition. Il faut savoir que c'est un championnat où il y a plus ou moins, il y a un fort et un moins fort. C'est un championnat style un Pro-Am. Et Jean-Luc Blanchemin, un pilote français qui roule sur une Viper, est en vacances. C'est comme tous ces gentlemen drivers aiment bien rester en vacances, c'est pas leur période de course. Donc il m'a demandé de venir le remplacer au pied levé. J'ai la chance et avec mon coéquipier avec qui je roule ici aux 24 heures, on a gagné les 2 manches. Donc on a gagné celle de hier et celle d'aujourd'hui. Magnifique. C'est bien, c'est ce que je disais à mes mécanos. J'ai mis les coupes dans le camion en espérant que les autres arrivent. Quel fois c'est petit. Voilà, et vous avez découvert le classement, donc vous avez pu voir et confirmer ce qu'on vous disait tout à l'heure. 27e place pour François Duval et la 35e pour Jean-Michel Martin. Là, Jean-Michel, on l'attendait un petit peu mieux avec ses équipiers, Sugden notamment. Mais je pense qu'il y a dû y avoir des problèmes sur cette voiture de chez Jean-Michel Bourrèche, parce que normalement, elle devrait aller beaucoup plus vite que cela. Il y a eu une sortie de route déjà. Il y a eu une sortie de route déjà ce matin au warm-up, ils ont cassé la voiture, donc est-ce qu'ils l'ont bien réparé? Ça c'est un autre problème, ils n'ont eu que 3h30 pour le faire, ma voiture à l'écran. Et on voit votre voiture justement. Exactement, donc je veux dire, est-ce qu'ils ont eu le temps de la réparer convenablement? Ça, seuls les mécaniciens le sachent. Voilà, appel de phare pour Marcel Fassler et Jean-Philippe Belloc qui est bien calé dans la roue. Il faut savoir que je trouve ça, il n'y a pas énormément d'inscrits. Bon, il y a 48 voitures, ou en tout cas au départ il y en avait 48, mais les GT2, les GT3 sont très très difficiles à dépasser. C'est vraiment, c'est un couteau tiré. Je me suis battu en sortant du Pescar avec une des Porsche officielles. Le type pendant un tour, il m'a bouchonné. C'était vraiment, c'est vraiment pas très sport parce qu'on est quand même 5-6 secondes plus vite qu'au tour et je sais pas, il y a une grosse, il y a beaucoup d'électricité en l'air sur le piste, je trouve. Oui, c'était peut-être bien Marcel Tillman qui est 12e sur la Porsche numéro 197. C'est fort. En tout cas, j'ai vu son nom sur la voiture. Comme un avion, je savais pas qui était dedans, mais je lui ai fait un petit doigt d'honneur au fond parce qu'il fallait quand même que je monte. J'étais un peu fâché. Terrible voiture, ça va très vite. Et pendant que on quitte légèrement la course pour voir ces très belles montgolfières, c'est le spectacle de la soirée. On en profite pour faire une petite pause publicitaire. Allons-y, c'est la suite de ces Proximus 24 heures de Spa. La Saline S7R est 4e au général. Quelle voiture extraordinaire, Frédéric Bouvy. Oui, c'est une très très bonne voiture et dans tous les championnats, aussi bien en ALMS qu'en FIA GT, elle gagne des courses. C'est vraiment des voitures qui sont très costauds. Elle possède un moteur américain donc qui roule à très bas régime. Elle consomme un peu moins, elle a beaucoup de couple. C'est une voiture qui est préparée par les Allemands, donc elle est excessivement bien préparée. Elle est rarement bonne sur des courses de 24 heures, mais en tout cas les courses de 4 à 6 heures, elle est toujours devant, ça c'est sûr. Ouais, cette voiture occupe la 4e place, on en parlait tout à l'heure, pilotée par Jarek Janis. Alors Fred, vous qui ne vous séparez quasiment jamais de Vincent Voss, là pour le coup, vous ne faites pas équipe ensemble cette année et fort bien vous en a pris. Oui, j'adore participer à des courses de Vincent. Cette fois-ci, je suis très content de ne pas l'avoir fait parce que malheureusement pour lui, sa voiture vient de brûler. En tout cas, une bonne partie. Je ne sais pas s'il la répare ou pas, mais là, on voit à l'écran Mika Salo qui part pour son relais. Voilà, ça c'est quand même une des stars. Des 24 heures, ancien pilote Ferrari. Il est toujours pilote Ferrari, mais plus en Formule 1. Et puis chez GPC sur le 575, il roulait avec Vincent sur une, je roulais sur l'autre avec Morbidelli et Naspetti. Excessivement sympa, tout à fait cool. Il n'y a pas de souci pour lui, tout est bon. Le soir on était chez Vincent, on a fait un match de foot avec lui, il était le premier à jouer, le premier à faire des conneries, donc super sympa, très agréable. Il se la joue pas copain de Schumacher. Non, il se la joue vraiment super, très agréable, un contact facile, très cool, comme un Marcus Paltalao, des potes très cool, très limité un peu dans la lune comme ça, très sympa. Un grand tatou sur l'épaule qui fait tout le bras, faut voir ça, c'est impressionnant. Donc voilà, c'est quand même sympa parce que c'est vrai qu'ici les 24 heures, les pilotes sont assez accessibles, il faut le souligner. Et même ceux qui ont des grandes carrières restent chouettes et accessibles et ils viennent volontiers parler avec nous. Oui, ça fait toujours plaisir. J'ai encore côtoyé ce week-end parce qu'avec Bertolini qui roule chez Vincent, il faut quand même savoir qu'il est pilote essayeur chez Ferrari, pilote essayeur chez Maserati. Là, il est venu manger 2 soirs chez Vincent. Parce que j'ai la chance de dormir chez Vincent avec Kurt Mollekens. Et là aussi, on a fait un petit match de badminton. Il est tout cool. Il nous a expliqué toutes ses histoires. C'est des gens vraiment passionnés qui se souviennent des minutes, je dirais même pas des dates, mais des minutes où les choses se passent. Ils nous les racontent. C'est vraiment c'est très impressionnant. C'est des gens très très accessibles. Bertolini qui vient de quitter la voiture d'ailleurs pour céder le volant au patron, Michael Bartels, qui va se lancer à la chasse
de l'Aston Martin, celle-là. Ah ben voilà, ils sortent tous les deux des stands en même temps. Voilà, les voitures qui roulent ensemble. Ça, c'est plutôt sympa. Exactement, ça fait combien de temps que la course a débuté? Depuis 4 heures, 3h56. Alors là, effectivement, on roule depuis 3h56, il reste 20h04 minutes. Il reste un bon bout de temps encore. Hein. Ouais, ce serait quand même bien que les voitures puissent rouler ensemble. Voilà, même s'ils ne vont pas aller au contact. Il va y avoir, à mon avis, une trentaine de secondes, une 25 secondes de sortie des stands là. Oui, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure, effectivement, entre les deux voitures. Et là, c'est une autre Aston Martin qui ravitaille. Fabio Babini, pas un inconnu non plus. Non, tout fort, hein, très fort. Ils sont pas à la fête, je trouve, avec leur voiture pour l'instant. Hein. Il faut savoir que c'est des Maserati officiels, donc d'un pas officiel, ils ont un soutien de l'usine, mais Aston Martin, pardon. Mais ils roulent avec Pirelli, et Pirelli, ici, pour l'instant, sont pas à la fête. En tout cas, pas sur l'Aston Martin, sur la Maserati, ils marchent excessivement bien, mais quand on voit les autres Aston Martin, elles sont montées en Michelin, et là, ils sont nettement supérieurs à cette voiture. Bah oui, notamment la voiture de tête qui fait la nique à tout le monde depuis tout à l'heure. Et pourtant, à la base, c'est la même voiture. Bon, le team américain, le team qui l'a fait rouler, le team où Fassler roule, elle est peut-être, c'est un tout bon team. C'est un team qui travaillait en DTM avant. Oui, Phoenix Racing. Exactement, donc c'est des gens qui connaissent très bien le sport automobile et qui sont très méticuleux. Mais c'est vraiment les pneus. Il faut savoir que, par exemple, si on voit la Corvette de Kurt Mulliken sous la mienne, nous, on est chaussés en Dunlop, sont chaussés en Michelin, et il faut compter une bonne seconde au tour de différence. C'est énorme. C'est énorme quand on voit ce que c'est une seconde. Pour gagner 2 dixièmes, on doit travailler comme des fous et investir de l'argent pour le faire. Et là, on change le pneu, on a une seconde de différence sur tout un relais, ce qui veut dire que sur 28 tours, c'est 28 secondes d'avance sur un relais. C'est gigantesque. Et là, pour le coup, la Corvette du GLPK, elle est équipée de Michelin. Exactement. Et elle est 3e pour l'instant. Et elle rentre également. Elle rentre dans les stands. Donc nous avons les 3 premières voitures qui sont tu sais, les voitures, il faut savoir qu'on roule entre 55 minutes et 1h05, 1h07. Ah ouais, comme vous dites. Et voilà la voiture de Vincent Voss qui va peut-être repartir bientôt. Ils y travaillent, elle a l'air toute propre maintenant. Elle était pleine de. Ils avaient allumé les instincteurs intérieurs, donc elle était repeinte de l'intérieur d'une mousse blanche. Il faut savoir que quand on roule, on a des extincteurs automatiques, qui fait que quand la voiture brûle, ça jette de cette mousse blanche dans l'habitacle et dans le moteur, dans le compartiment moteur, pour que ne prenne pas feu, parce qu'il faut savoir que des voitures pareilles, ça coûte plus d'1 million d'euros, donc ça, c'est jamais très gai de les voir partir dans la fumée. Voilà, donc, et on voit la voiture quand elle est rentrée au stand tout à l'heure. Ça c'était au début, voilà. Maintenant elle a été nettoyée. Ça fait pratiquement 2 heures qu'elle y est. Mais ils n'ont pas l'air, non. Avant, après. Je ne crois pas qu'ils vont la mettre en route. Il serait plus affairé que ça, regardez. Et ils sont quand même. Ils l'ont nettoyé, mais. Ils sont 42e au classement, c'est-à-dire avant-dernier. Belle image. Alors est-ce qu'elle va repartir, oui ou non? Je vois pas à part le plaisir pour les pilotes de rouler, surtout pour Vincent, c'est quand même son épreuve locale. Mais sinon, à 42e, même en étant 2 secondes et demie plus vite au tour, ils pourront malheureusement rien faire. Ah non, surtout qu'ils sont à 52 tours de leader maintenant. Voilà, Kumpen qui va donner sa place à Mike Hezemans. Kumpen qui va rentrer à la place de Mike Hezemans, pardon. Kumpen, il faut savoir que c'est avec Kurt qui doit un peu se mettre au volant et qui doit un peu apprendre la voiture, mais ça, Kumpen sera de toute façon un des plus vite de la voiture, ça c'est sûr. Une voiture qu'ils ont eu un peu de mal à régler en début de week-end. Oui, l'année passée, un peu chipoté. Oui, ils chipotent. L'année passée, ils avaient fait les très bons temps aux essais. Ils avaient d'ailleurs même fait le meilleur temps aux essais libres. Et là, ils étaient à 2 secondes du coup. Là, ça ne leur plaisait pas. Bartels, entre-temps, manifestement, la Corvette s'est intercalée, mais c'est pas vrai puisque la Corvette elle est devant nous. Et je vous avais dit, entre Fassler et Bartels, il y avait 21 secondes ou 25 secondes en ce moment des stands, mais il y a 21 secondes. Il y a 21,6 maintenant. Exactement. Il y a un problème sur la piste parce que là, ils roulent en 3,45 et 3,52. Les 2 premiers, là, il y a un problème. Là. Et pourtant, ils viennent pas de rentrer. C'était leur tour de lancement? Non, ils ont déjà fait les tours, je crois. Non, ça doit être le tour de. Ça doit être le 3,52, ça doit être le tour de lancement. On va attendre le tour suivant pour en avoir. Le tour suivant va nous donner exactement le. Pour savoir exactement ce qui se passe. Donc sur le coup. Alors Hezemans, il est plus 2e. Non, ça va changer là. Le temps des relais, évidemment. Toujours un petit peu perturbant ces classements sur les courses de 24 heures. Il faut savoir que dans leur championnat FIA-GT, ils marquent des points, je crois, après 6 heures. Après 6 heures, après 12 heures, après 12 heures et après 24 heures, exactement. Et donc cette voiture est en tête du championnat. Donc, tout à fait. Donc pour eux, il y a une tactique de course qui va se faire jusqu'à 6 heures, après 12 heures, et puis après on va jusqu'à la fin. Mais il faut prendre le maximum de points pour engranger des points pour le championnat. Oui, donc ils veulent être devant à 22 heures, c'est très clair. Surtout que lors d'une course de 24 heures, les points comptent double. S'il y a 100 points distribués, normalement il y en a 50 par course, et ils en donnent 100. Et la partie de 12 heures à 24 heures compte pour 50 points. Voilà, alors ne tenez pas compte de la voiture qui est classée 2e. On vous l'a déjà expliqué pourquoi. Et elle va sans doute reprendre sa place
en 3e position. Dès qu'il sera passé. Dès qu'il aura. Voilà, Fassler vient de passer, 2,21. On va voir ce qui se passe. Bartels 2,22. 22 secondes, voilà, j'avais dit 25 secondes, c'est plus ou moins ça. Voilà, et puis en GT2, Stéphane Ortelli occupe la tête. Stéphane Ortelli, vainqueur en 2003. Tout à fait, sous la pluie, là, il roulait sur une Porsche sous la pluie. Exactement, avec Romain Dumas et Emmanuel Collard. Ils avaient drôlement bien joué le coup. Il avait plu pendant 12 heures, ça avait été le déluge. C'était effrayant. Pas possible, il y a des trompes d'eau sur la piste et leur voiture sous la pluie est aussi rapide que la nôtre. La seule différence avec la nôtre, c'est que nous, toutes les heures 5, on rentre faire le plein. Et eux, sur la pluie, ils peuvent presque rouler 1h25. Ce qu'il faut dire que sur une course de 24 heures, ils ont gagné 2-3 relais, ce qui a fait qu'ils ont pu gagner la course. Donc voilà, 10e place au général pour Ortelli devant Timo Scheider, Gabriele Gardel. Ça, c'est pour les GT2. Et puis alors, Marc Duet, plutôt pas mal non plus, puisqu'il est 18e au général, lui. Oui, tout à fait. Et 8e dans sa classe. Très disputée cette classe aussi, hein, très... Oui. Presque plus short que la nôtre. Un mélange de Porsche et c'est la grosse Ferrari bagarre 430. entre Porsche et Ferrari, exactement. L'année passée, c'était des Ferrari 360. C'était un peu à la traîne et maintenant que la 430 est sortie avec un moteur donc 4,3 litres, la Ferrari est un petit peu supérieure à la Porsche. C'est pour ça qu'aujourd'hui Porsche a engagé 2 Porsche officiels pour essayer de contrer les Ferrari officiels. Elles sont mieux, elles sont beaucoup mieux cette année, effectivement. Elles sont beaucoup mieux, elles ont 525 chevaux maintenant, elles voient large, élargie. Il faut savoir qu'en règlement, c'est juste le technique, mais en règlement FIA, cette Porsche ne pourrait pas courir dans le championnat FIA GT. Oui, c'est pour ça qu'elle court en GT national. Exactement. Et alors c'est ce que vous l'inscrivez en bel car, où je dis pas tout et n'importe quoi, mais où le règlement est beaucoup plus large, ce qui leur permet de venir avec des voitures plus puissantes, plus larges. Qui font qu'ils peuvent surtout d'abord s'entraîner, voir comment marche le produit, puis après le lancer pour l'année prochaine. Ouais, et surtout le faire homologuer. Effectivement, parce que aux essais, ils étaient devant tout le monde. Hein. Ils étaient pas très loin derrière des GT1. C'était assez impressionnant. Bon, maintenant en course, elles sont un petit peu rentrées dans le rang. Il y a eu des problèmes sur l'une, et puis l'autre, celle de Thomas Lourd, occupe la 13e position. Derrière 3 Ferrari. Tout à fait. Mais bon, on attend encore la fenêtre d'homologation de cette voiture. Quand on regarde Ortelli et Schneider, là, ils tournent en 25. C'est quand même solidement vite. Hein. C'est effectivement très vite. Pour la Fassler, là, 2,17 560. Oui, là, lui, il vient de battre le record de la piste pour l'instant. Ça, c'est vite de chez vite. Ah non, il y avait 2,16 847, pardon. Mais 2,17 là, ça, c'est vraiment très très vite. Ça. Oui, alors que Bartels, c'est en 2,21. Oui, 4 secondes, là, ça fait mal. Ben voilà, 22, ils sont à 26 secondes maintenant. Donc là, il a intérêt à passer la deuxième. C'est pas très intelligent, je trouve, à leur niveau de faire ça, parce que c'est une course de 24 heures. Je crois que nous, on s'est donné un rythme entre 20 et 22, parce que c'est quand même, je parle toujours bien en 2,22 et 2,20. Mais là, 2,17, il faut monter sur les vibreurs, il faut attaquer, il faut freiner plus fort, il faut les freins. Normalement, avec nos freins carbone, on devrait faire les 24 heures avec un jeu de frein. S'ils roulent à un rythme pareil, ils vont devoir changer de plaquette. C'est 5 minutes de changement de plaquette. Je trouve pas ça, à mon avis, pour 24 heures, pas très intelligent. Oui, pourtant, c'est les consignes d'équipe. Hein. On a eu Stéphane Lemray tout à l'heure qui a fait le premier relais avec nous. Et les consignes d'équipe, c'est on est à fond tout le temps. Et on regarde ce qui se passe. Voilà, ça a tenu au Mans. Il n'y a pas de raison que c'était une tactique. Hein, c'est certain, c'est une tactique. Chacun a sa tactique, mais il faut savoir que le Mans est un circuit beaucoup moins exigeant de Francorchamps. Francorchamps est une piste beaucoup plus difficile aussi pour les pilotes, pour la mécanique, parce qu'il y a des différences de temps. Il faut savoir que ici en bas du raidillon et le comble, il y a 100 mètres de dénivelé de différence. Par exemple, pour la Formule 1, ils ont excessivement dur à régler les voitures pour tout ce qui est admission d'air et compagnie. Donc Francorchamps est une piste beaucoup plus dure. Si vous voulez encore une piste... Donc le Mans est un circuit de ligne droite. Il faut savoir qu'un moteur en pleine charge avec plein d'air dans son radiateur est refroidi. Ici, il y a des grands freinages, des grosses accélérations. Donc, pour nous, au Mans, c'est ça. Mais ici, moi, je jouerais plus, je serais un peu plus calme au volant. Mais bon, ça, c'est chacun sa tactique. Mais vous n'êtes pas le premier consultant à avoir cette avis-là, justement. Exactement. Oui, vous avez roulé aussi avec Jacques Lecomte, qui lui était au contraire. On a un ordre de marche et on bouge plus. Jacques Lecomte, il a quand même gagné 2 fois comme bien ça. Bien sûr, il nous est 2,20. Si on a eu le malheur de faire 2,19,5, on prenait un petit coup de bâton sur les doigts en rentrant. Ah oui, non, il est intransigeant. Je l'ai déjà vu faire sortir des pilotes d'un relais, même à perdre un demi-relais en disant stop, maintenant, tu es trop vite, je t'ai dit d'aller moins vite, tu rentres. Il est il est comme ça, mais bon, il se fait diriger. C'est un homme qu'on écoute.
Voilà, alors notre prochain rendez-vous, eh bien, ce sera à 22h30 sur cette même antenne, Club RTL, avant de se retrouver demain dès 10h45. Voilà, j'espère que vous avez bien noté le rendez-vous. Et nous, Frédéric, eh bien, on va vous donner rendez-vous demain aussi, j'espère, pour vous retrouver, soit ici, soit sur la piste, soit sur le podium. Hein. Eh ben, sur le podium surtout, j'aimerais bien y être. Ce sera très sympa. Voilà, la conclusion, Fabrice. À tout moment, avec le reste de voix que j'ai, à tout moment, évidemment, vous pouvez suivre la course sur Bel RTL, de jour comme de nuit, absolument. On vous souhaite une toute belle soirée et on vous rappelle évidemment qu'il n'est pas trop tard pour rejoindre le circuit de Francorchamps et venir partager la grande fête du sport automobile. Ceci dit, et c'est un spécialiste qui vous parle, couvrez-vous. Allez, à tout à l'heure, 22h30, Club RTL.